Bonjour, chers élèves. Vous avez devant vous ce matin M. Baldé Amadou, enseignant dans les classes du lycée du cours de français. Aujourd'hui, j'ai prévu pour vous une explication portant sur la dissertation. La dissertation, c'est une technique de l'expression enseignée dans les classes du lycée aux élèves, comme le commentaire composé, comme l'explication de texte, comme le résumé de texte ou comme la préparation à l'exposé et au débat. Alors, en ce qui concerne la dissertation, avant de rentrer dans tout détail, il faudrait d'abord que vous sachiez ce que veut dire dissertation. Alors, la notion de dissertation, par définition, il faudrait qu'on le note au tableau. La dissertation est un exercice scolaire et universitaire dans lequel l'élève réfléchit sur une citation ou une idée afin de trouver des explications, des justifications ou des raisonnements. Ou des raisonnements personnels venant de sa conviction. Alors, on peut convenir sur cette première définition qui dit que la dissertation est un exercice scolaire et universitaire, c'est-à-dire que même à l'université, les étudiants font de la dissertation et cet exercice interpelle l'élève ou l'étudiant à réfléchir sur une citation, autrement une affirmation d'un auteur, d'un penseur qui a exprimé son idée sur une réalité. Donc la citation peut être aussi une idée. Alors, cette réalité permet, n'est-ce pas, à l'élève de réfléchir et d'apporter sa réflexion par rapport à la citation qu'on lui demande. Mais le plus souvent, qu'est-ce qu'on lui demande? On lui demande des explications sur la citation ou sur l'idée qu'on lui a soumise. Au-delà de l'explication, on peut lui demander une justification, c'est-à-dire on peut lui demander de trouver une justification à l'affirmation ou à l'idée de l'auteur. Ou bien, tout cela se fait aussi autour des raisonnements. En quelque sorte, quand on fait de la dissertation, on élabore un raisonnement autour duquel sera construit des arguments qui permettront au correcteur ou bien au lecteur de mesurer le niveau de réflexion ou le niveau d'analyse de l'élève en question. Et cela, nous avons bien fait la précision ici. C'est-à-dire que ce raisonnement-là doit être personnel. Il ne faudrait pas que l'élève, en quelque sorte, essaie de passer par d'autres personnes
pour trouver des explications à la citation. C'est que c'est lui-même qui doit réfléchir. Quand on dit réflexion, c'est que c'est la conscience qui doit se tourner vers elle-même pour trouver des arguments liés aux questions posées ou à la citation posée. Et quand on évoque aussi la notion de conviction, c'est que l'élève doit être sûr que les idées qu'il évoque sont les véritables idées qu'on lui demande de développer. Il ne faudrait pas qu'il développe d'autres idées, sinon ce serait au risque d'aller dans ce qu'on appelle hors sujet, puisque une citation demande une analyse bien donnée. Alors aller ailleurs, c'est aller faire ce qu'on appelle du hors sujet. Donc, ce qu'on appelle en résumé la notion de dissertation, en quelque sorte, c'est une réflexion, une analyse permettant à l'élève de pouvoir développer sa capacité réflexive, sa capacité communicative et aussi sa capacité rédactionnelle, puisque la dissertation, c'est le résultat de la réflexion de l'élève. Alors, puisque c'est le résultat de sa réflexion, ça nous permet de mesurer l'étendue de sa réflexion, mais aussi sa capacité à analyser et à écrire. Au-delà de cette définition, il y a aussi une autre, on va effacer ça, il y a une autre définition qu'on peut, bien entendu, ajouter. C'est-à-dire, on peut ajouter ceci, en d'autres termes, la dissertation consiste à produire ces impressions. Ces impressions autour d'une idée ou d'une affirmation. Alors, chers élèves, sachez donc que la dissertation, parce que les mots-clés de cette définition aussi sont la production d'impressions. Quand on parle de produire ces impressions, c'est qu'on demande à l'élève d'écrire, de noter sur papier ce qu'il pense de ce qu'a dit l'auteur, le penseur ou celui-là qui a réfléchi. Parce que quand on dit affirmation, c'est toujours une idée qui vient des grands penseurs, qui vient des grands auteurs. Alors ceux-ci ont une position bien définie et c'est ce qu'ils affirment. Alors on demande à l'élève, à son tour, de dire ce qu'il pense de ce qu'a dit cet auteur ou ce penseur-là. Alors, chers élèves, quand on vous demandera de parler de la dissertation en termes de définition, il faudra donc passer par la toute première définition que nous avons notée tout à l'heure, mais en même temps, parler de cette autre définition en disant tout simplement que la dissertation consiste à produire ses impressions autour d'une idée ou d'une affirmation. Donc c'est une réflexion personnelle que l'on demande de la part de l'élève. Mais cela ne suffit pas pour comprendre ce qu'on appelle la dissertation, puisque la dissertation, c'est une activité méthodologique. Il y a des méthodes qu'il faut appliquer, il y a des étapes qu'il faut suivre lorsqu'on veut plutôt faire une bonne rédaction de dissertation. Alors, la question que nous allons nous poser, quelles sont les étapes de la dissertation? Alors, pour cela, nous allons noter au tableau étape de la dissertation. La dissertation
à 3 grandes étapes. La première est intitulée Introduction. L'introduction, en quelque sorte, c'est le commencement du traité. C'est le début du traité. Quand on parle d'introduction, c'est une activité qui consistera pour vous à commencer le travail. Mais l'introduction en tant que telle a des sous-parties. C'est une grande partie de la dissertation, mais en son sein, il y a 4 autres parties qu'il faudra savoir. Ces parties sont les suivantes. Premièrement, vous avez ce qu'on appelle l'amorce du sujet. L'amorce du sujet, ici, dans cette sous-partie de l'introduction, il s'agit de classer ou de situer le sujet dans son contexte. Son contexte peut être social, son contexte peut être politique, historique ou général. En quelque sorte, il s'agira dans cette partie de dire en quelques mots dans quel cadre ou dans quelle situation l'auteur a affirmé la dite citation. En quelque sorte, quelle est la situation particulière qui s'est produite au sein de la société humaine et qui a poussé l'auteur à affirmer la citation. C'est pourquoi, lorsqu'on parle d'amorce du sujet, dans d'autres documents, vous verrez que cette partie est plutôt appelée entrée en matière. Ça consiste à dire, en quelque sorte, la situation dans laquelle, ou le contexte à partir duquel l'auteur s'est exprimé. Cela, comme je l'ai dit, c'est en quelques mots qu'il faudra le dire ou le faire. Après l'amorce du sujet, vous avez en deuxième partie ce que nous appelons reprise ou réformulation. Reprise ou réformulation du sujet. À ce niveau, vous avez une citation, parce que la dissertation, le plus souvent, c'est une affirmation qu'on vous pose. Alors lorsque, sur papier, vous avez fait l'amorce du sujet, autrement, vous avez évoqué le contexte ou la situation dans laquelle l'auteur s'est exprimé, vous venez à cette autre activité qui consiste à reprendre ou à reformuler le sujet. Le sujet, sont ces phrases qui sont entre guillemets, qui sont de l'auteur. Lorsque vous venez à cette activité, vous avez une alternative. Soit vous reprenez la citation ou vous reformulez la citation. Mais pour cela, il y a des conditions. Les conditions sont bien précises lorsque on doit faire une reprise ou une reformulation. Premièrement, pour la reprise, on reprend une citation lorsqu'elle est courte. Une citation d'une ligne, c'est une citation qu'on peut facilement reprendre à l'intérieur du traité. On peut aussi reprendre une citation lorsque nous n'avons pas toute la capacité réunie pour la reformulation, puisque la reformulation nécessite une grande capacité de compréhension et être riche aussi en vocabulaire. Alors, lorsque nous savons que nous risquons de déformer ce qu'a dit l'auteur, alors il faudrait reprendre la citation, parce qu'il ne faudrait pas aller, n'est-ce pas, en hors sujet. Alors, je répète, la reprise intervient lorsque la citation est courte
ou lorsque nous ne sommes pas sûrs de reformuler tel que c'est dit. Ensuite, si vous n'avez pas ou si vous ne voulez pas faire la reprise, vous pouvez opter pour la reformulation. La reformulation consiste à dire en d'autres termes, en d'autres mots, ce qu'a dit l'auteur. En ce moment, on évitera d'utiliser les guillemets, puisque ce n'est plus la parole de l'auteur, ce n'est plus les mots de l'auteur, mais ce sont vos propres mots qui se trouvent désormais dans la reformulation. Alors en ce moment, vous devez forcément réfléchir. Et pour faire une bonne reformulation, comme je l'ai dit tantôt, il faut être riche en vocabulaire, riche en synonymie, riche en équivalence. Parce qu'il faudrait en ce moment bien réfléchir sur la citation pour trouver ce qu'on appelle une meilleure reformulation qui ne trahit pas l'idée ou la pensée de l'auteur. Alors, ça, c'est une activité indispensable qu'il faudra faire. Mais une précision, l'on ne peut pas faire une reprise et une reformulation. Comme je l'ai dit, c'est une alternative. On a dit reprise ou reformulation. Alors, quand vous avez opté pour la reprise ou pour la reformulation, ça dépend de l'élève en question, vous venez à la troisième activité. La troisième activité consistera pour vous à poser ce qu'on a appelé la problématique. La problématique, dans une dissertation, c'est ce qu'on appelle poser le problème. Poser le problème, c'est de réfléchir convenablement sur la citation pour trouver une ou des questions qu'on doit poser pour pouvoir traiter cela dans le développement. Alors, beaucoup vont se demander, mais comment nous allons et où nous allons trouver ces questions-là? Pour poser une problématique, il faudrait porter le regard sur le sujet. Le sujet qu'on vous a donné et qui est entre guillemets, un sujet pose toujours un problème. Alors, puisqu'un sujet pose toujours un problème, c'est une affirmation. Il faudrait transformer cette phrase affirmative dans une forme interrogative, parce que vous voulez poser un problème. Alors, la problématique peut se poser en une seule question, en 2 ou en 3, maximum ne pas dépasser 4 questions. Ça, c'est au risque de ne pas pouvoir répondre à toutes ces questions au cours du traité, puisqu'une problématique non répondue ou non développée constitue un travail inachevé. C'est pourquoi il faudra donc être mesuré dans la pose de la problématique. Alors, ça, comme je l'ai dit tantôt, c'est un problème qu'il faut poser, des questions ou une question qu'il faut poser. Et en ce moment, la réponse à cette question ne sera pas immédiatement donnée, mais sera donnée un peu plus loin dans la seconde étape du travail qu'on appelle développement. On en arrivera tout à l'heure. Quatrième et dernière activité dans le développement, c'est ce que nous avons appelé annonce du plan. Annonce du plan. Comme son nom l'indique, annonce du plan. Ça consiste à annoncer le plan à partir duquel nous allons développer nos idées. Cela se fait par une manière toute simple. Il faudra donc essayer de trouver une formule permettant à l'élève de pouvoir développer ce qu'on appelle une idée qui doit donner de l'orientation au correcteur ou bien au lecteur sur comment la question ou les questions posées à ce niveau, au niveau de la problématique, seront répondues dans le développement. Donc, il faudra indiquer au correcteur ou au lecteur comment nous comptons traiter notre sujet. Autrement, dans la formule la plus connue des élèves,
C'est à ce niveau où on dit, dans les lignes qui suivent, nous tenterons de répondre à cette question. Mais bon, il y a d'autres manières d'annoncer un plan. Par exemple, on peut dire la réponse à cette question, ou plutôt on pourra se dire, à partir d'un examen sérieux nous permettra de développer ou de répondre cette question dans les lignes qui suivent. Cela, c'est une manière très connue, n'est-ce pas, de tout le monde. Au-delà de l'annonce du plan, quand vous terminez votre annonce du plan, vous venez à ce qu'on appelle la deuxième grande étape, c'est le développement. Le développement, après l'introduction, comme je l'ai dit, ces 4 points-là doivent tous être dans ce qu'on appelle l'introduction. Et on évitera de faire comme nous l'avons fait au tableau ici. On ne met pas amorce, reprise, problématique lorsqu'il s'agit d'un traité. Le correcteur saura, à chaque fois qu'il arrivera à une partie, il saura que ça c'est l'amorce, ça c'est la reprise, ou ça c'est la problématique, ou ça c'est l'annonce du plan. Le correcteur, lui, il sait déjà ce que chaque partie signifie. Alors, arrivé au niveau du développement, dans cette partie, il y a une variation. C'est que le développement peut avoir une thèse et une antithèse lorsque le libellé, par exemple, est un libellé dialectique ou un libellé analytique. Alors, nous allons en arriver tout à l'heure. Mais pour le moment, prenons le contexte dans lequel, par exemple, c'est un sujet, qu'il soit analytique ou dialectique. Qu'est-ce qu'on recommande de faire dans le développement? On recommande, premièrement, à l'élève d'ordonner ses idées. Donc, ordonner les idées. Il faudrait que l'élève ordonne ses idées tel qu'il a annoncé son plan. Il faudrait qu'il travaille ainsi. Sinon, le développement sera désordonné et l'on ne comprendra absolument rien de ce qu'il a envie de dire. Ensuite, on lui demande d'approfondir ses idées. Donc, approfondir les idées. Il ne faudrait pas simplement que la dissertation soit ce qu'on appelle une énumération d'idées, mais plutôt un approfondissement des idées, puisque la dissertation, c'est un éclairage. La dissertation, c'est un raisonnement. Il faudrait donc bien raisonner et approfondir les arguments. Ensuite, on demande à l'élève, lorsqu'il est dans le développement, d'utiliser les connecteurs logiques. Utiliser les connecteurs logiques, en quelle sorte? En termes de définition, les connecteurs logiques, ce sont des mots qui nous permettent de relier les idées les unes des autres. Par exemple, des connecteurs bien connus, c'est mais, ou, et, donc, or, ni, car. Ce sont des connecteurs que les gens ont beaucoup appris à l'école élémentaire. Alors, il faudrait utiliser ces connecteurs pour relier les idées, pour souder les idées les unes des autres. Sinon, on risque de ne pas bien faire un traité. Enfin, ce qu'on recommande dans le développement, c'est ce que nous appelons la multiplication des exemples. Il faudrait donc multiplier les exemples. Une dissertation doit avoir assez d'exemples. Des exemples parce qu'on vous demande un éclaircissement. Et puisque vous devez éclaircir, il faudrait donc multiplier les exemples pour une meilleure compréhension de vos idées. Alors, ça c'est en ce qui concerne le développement et les recommandations. On recommande d'ordonner les idées, de les approfondir, d'utiliser des connecteurs logiques et de multiplier les exemples pour permettre une meilleure compréhension de vos arguments, mais aussi de votre raisonnement. Alors, comme je le disais tantôt, le développement peut varier entre la thèse et l'antithèse. On peut vous
poser une citation dans laquelle on vous demande de discuter, ou bien on vous demande qu'en pensez-vous, entre autres. Lorsque des libellés sont comme ça, dites-vous bien que vous devez faire une thèse et une antithèse, puisque on vous demande de critiquer l'idée de l'auteur. Donc ça, c'est en ce qui concerne les libellés dialectiques. Alors, lorsque le libellé est analytique, vous n'avez qu'à faire qu'une seule thèse. C'est qu'il n'y a pas d'antithèse. Mais à quel moment cela intervient? C'est lorsque, par exemple, nous allons effacer un peu. C'est lorsque, par exemple, en bas de la citation, c'est écrit « expliquer ». Lorsque c'est écrit « commenter » ou bien lorsque c'est écrit « justifier ». En ce moment, vous n'avez qu'à faire que la thèse. Il n'y a pas d'antithèse possible puisque ce n'est ni discuté ni qu'en pensez-vous. Donc, après cette explication sur le développement, nous allons passer à la dernière étape qu'on appelle la conclusion. La conclusion, c'est elle qui met fin à votre dissertation, à votre rédaction. La conclusion a deux parties. Premièrement, lorsque vous arrivez au niveau de la conclusion, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez premièrement faire ce qu'on appelle la synthèse. La synthèse des idées. Autrement, c'est ce qu'on appelle le bilan du traité. Synthétiser les idées, c'est de synthétiser les idées qui ont été développées, les idées qui ont été, disons, élargies dans le développement. Alors, arrivé au niveau de la conclusion, vous synthétisez ces idées-là en ces parties essentielles. Comme ça, vous avez fait une conclusion. Mais une conclusion se termine toujours par ce qu'on appelle une question d'ouverture. Il faudrait poser une question d'ouverture. La question d'ouverture sera une question qu'on va poser. Une question qui portera sur ce qui n'a pas été largement développé ou sur ce qui n'a pas été dit. Cette question ne sera pas du tout répondue par l'élève. Cette question, comme son nom l'indique, c'est une question d'ouverture. Elle peut être l'objet d'un autre sujet. C'est pourquoi on pose cette question et on achève le traité de la dissertation par cette question d'ouverture. Arrivé à ce niveau, vous avez achevé votre traité de dissertation. Alors, en ce qui concerne la dissertation, lorsque vous devez faire votre traité, sachez que vous avez trois parties essentielles. L'introduction, le développement et la conclusion. Et dans l'introduction, il faudrait savoir que vous avez quatre parties à ne pas inverser ou à ne pas oublier. C'est l'amorce du sujet, c'est la reprise ou la reformulation, c'est la problématique et c'est l'annonce du plan. Après ça, c'est le développement et la conclusion. Il faudrait donc retenir ces explications pour pouvoir mieux traiter vos sujets de dissertation prochainement. Donc, je vous remercie pour votre aimable attention et on se revoit pour un prochain cours.